Bonjour, bienvenue à notre événement virtuel Parole d'utilisateur co-organisé avec l'OFO et le témoignage d'Essilor. Je suis Valérie Sturbois, Customer Marketing Director chez Oracle et je vous accompagne sur cet événement. Ce matin, au niveau de l'agenda, nous allons commencer par une présentation de l'OFO avec Emmanuel Ruiz, le président de l'OFO, et Séverine Bélier, responsable domaine ERP chez Essilor. Après, nous enchaînerons avec Nicolas Villette, Cloud Sales Director, qui nous présentera la stratégie Oracle Cloud. Et nous passerons au témoignage d'Essilor avec Fernando Lopez de Varro, Directeur Infrastructure Europe Essilor. Et nous retrouverons bien sûr Séverine. C'est une session interactive. Donc sur la plateforme Zoom, vous avez les questions-réponses. Donc je vous incite à échanger, poser des questions. Nous les prendrons à la fin de la session. Et nous allons, pendant cette session, vous poser des questions au travers d'un sondage. Et nous allons commencer par le premier sondage. Donc ce qu'il faut savoir, c'est vous pouvez répondre, c'est anonyme. Donc répondez en toute transparence, il n'y a aucun souci. Donc nous allons lancer le premier sondage qui est un sondage d'actualité en cette période, je dirais, compliquée. Nous allons vous demander si vous êtes encore en télétravail. Donc le sondage va être lancé. J'ai pas l'ordre. J'ai pas ma tablette. Donc au niveau du sondage, on vous pose la question sur le télétravail et à savoir où en êtes-vous en termes de télétravail. Êtes-vous toujours en télétravail? Est-ce que c'est un mixte télétravail et présentiel ou vous êtes complètement en présentiel? Donc n'hésitez pas à répondre. Je vois les premières réponses. Donc, au niveau, on est sur un événement virtuel. Comme vous le voyez, aujourd'hui, nous allons être en studio. Donc, on a un plateau dans un studio. Et on s'aperçoit que la plupart de notre audience est toujours en télétravail. Vous êtes encore beaucoup en télétravail et nous allons continuer, de toute façon c'est quelque chose d'important, hein, nous allons continuer ces événements virtuels parce que ça correspond à une réalité actuellement. Donc nous allons commencer par la présentation de l'OFO. Emmanuel, vous êtes le nouveau président de l'OFO. Est-ce que vous pourriez nous présenter l'association? Bonjour Valérie, bonjour Séverine, bonjour à toutes et à tous. Je suis Emmanuel Ruiz de la société Orange. Donc, je suis le nouveau président de la UFO depuis le début de cette année. Je remercie Jean-Jacques Camp qui m'a précédé, la société Essilor. Donc, l'OFO, Association des utilisateurs français d'Oracle, francophones d'Oracle, francophone, pas seulement français, francophone, j'insiste là-dessus, c'est très important. Donc, la UFO, qu'est-ce que c'est? C'est une association qui rassemble les utilisateurs des solutions Oracle, les clients d'Oracle, qui a 25 ans d'âge. Et puis l'idée, en fait, c'est de partager entre nous les bonnes expériences, les difficultés que l'on rencontre, les succès que l'on rencontre, et d'essayer entre nous de s'améliorer au quotidien. Donc l'association Loi 1901, totalement indépendante d'Oracle, animée par uniquement ses adhérents. Le conseil d'administration que j'ai la chance de présider est composé essentiellement et uniquement de clients bénévoles au sein de l'association de clients d'Oracle, qui représentent leur entreprise, mais qui sont tous bénévoles. Donc voilà l'association. Pouvez-vous nous en dire plus? Qui sont les membres? Quel type de société on retrouve à l'OFO? Alors, nous avons la chance de rassembler en fait, toute la population des entreprises du monde économique français. Donc, on a des grandes entreprises. Voilà, moi, je fais partie d'Orange, c'est une grande entreprise. Essilor avec Séverine. Mais aussi, nous avons la chance d'avoir avec nous des entreprises de taille plus moyenne, des petites entreprises, et puis pas seulement des entreprises du domaine privé. On a aussi le domaine public avec des belles administrations, et puis on a même des associations
qui sont des gens qui sont clients d'Oracle et qui souhaitent en fait là aussi venir s'enrichir avec nous de leurs expériences partagées ensemble. Donc voilà, tout le marché des clients d'Oracle en France qui est extraordinairement vaste, donc beaucoup de monde. Et vous-même, vous en faites partie depuis combien de temps? Alors Orange, avec l'OFO, c'est une vieille histoire, hein. La UFO a 25 ans, nous sommes adhérents depuis une vingtaine d'années. Voilà, on est rentré dans la UFO en tant qu'adhérent, tout simplement, et puis progressivement, au fur et à mesure du temps, eh bien, on a pris plus de rôles, plus d'activités. Voilà, ça m'a plu de m'investir un petit peu plus. Donc voilà, on est un vieil adhérent de la UFO, si je puis me permettre. Et puis on a la chance d'avoir des entreprises qui sont là pour la plupart depuis très très longtemps. Ce qui laisse penser, on a la faiblesse de penser que les entreprises y trouvent, eh bien, effectivement, sur la durée, un enrichissement qui leur convient bien. Donc n'hésitez pas à venir adhérer à la UFO si vous n'y êtes pas encore aujourd'hui. Vous verrez, vous découvrirez une belle association. Donc 25 ans, c'est un bel âge. Un âge où on veut faire peut-être d'autres choses. Quelles sont les innovations, les dernières évolutions marquantes au niveau de l'OFO? Vous avez raison Valérie, 25 ans c'est une belle durée. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on a fait récemment? Eh bien on a constaté que Oracle, les clients avaient un environnement technologique, un environnement informatique de plus en plus élargi dans leur entreprise. Pas seulement la partie technologique qui est le cœur en fait historique d'Oracle, mais les domaines de la finance, les domaines métiers, et puis beaucoup de rachats qu'a réalisé la société Oracle. Donc du coup, tous ces utilisateurs, on a senti entre nous qu'on n'avait pas seulement besoin d'une information générale, mais aussi d'adresser des choses plus thématiques. Donc on a créé des groupes. Le premier groupe qu'on a créé il y a 2-3 ans était autour des solutions NetSuite. Donc un beau succès autour de NetSuite, des clients plutôt de moyennes entreprises, petites entreprises, donc qui ont trouvé une fédération d'intérêts à se rassembler sur une thématique donnée. On a continué un peu plus loin et très récemment, donc c'est peut-être ça le dernier groupe, sous-groupe qu'on a créé au sein de l'association, un petit groupe autour de ce qu'on appelle le cloud finance, qui peut correspondre à du cloud, quand on décide de mettre son ERP dans le SaaS Oracle, ou alors du SaaS proprement dit, et donc accompagner les différents clients d'Oracle, les différents utilisateurs que nous sommes, dans cette aventure qui est de passer sur le SaaS, comment on peut faire pour que ce soit le moins douloureux possible, comment on peut en tirer le meilleur bénéfice. Et puis maintenant, c'est à ce groupe-là, cette communauté-là, comme on l'appelle, eh bien, elle s'enrichit parce qu'effectivement, c'est maintenant, quand on a fait le chemin de passer en mode SaaS, comment on le vit au quotidien. Donc voilà les deux peut-être principales innovations de ces derniers temps. Eh bien, c'est ça, c'est des regroupements de communautés d'intérêt, de communautés de partage d'expériences. Merci. Donc aujourd'hui, c'est Décilor qui va venir partager son expérience. Avant de passer la parole à Séverine, Emmanuel, j'aimerais que vous nous parliez du club un peu autrement. Comment le décririez-vous? Alors le club, la première chose, on dit, c'est la vraie vie. Parce qu'on a tous contact, nous sommes des clients d'Oracle, on a tous contact avec Oracle. Oracle, belle société, beau produit, mais forcément discours marketing également. Eh bien nous, c'est le pendant à ça, c'est la vraie vie des utilisateurs, comme je disais tout à l'heure. Alors, vraie vie qu'on peut partager ensemble, et puis au-delà de ça, peut-être de façon un petit peu plus personnelle, je trouve qu'il y a une respiration extraordinaire à faire partie, à partager ses expériences avec ses pairs, sans idées commerciales, juste le plaisir et l'intérêt de partager ses expériences, ses difficultés, de s'exprimer librement. On n'est engagé par rien, on vient pas, on s'inscrit, on a envie de dire quelque chose, peut-être qu'on se trompe, c'est pas grave, c'est ça qu'on essaie d'échanger entre nous,
pour transmettre ses inquiétudes, ses craintes, ses succès, et puis que les autres aussi s'expriment en contrepartie de cette première expression, et qu'ils puissent aussi exprimer là aussi leurs belles expériences, peut-être leurs angoisses, derrière des nouveautés technologiques avec lesquelles ils ne sont pas forcément à l'aise, et puis qu'on partage ces expériences, ces enrichissements. Et puis dans chaque entreprise c'est un univers à part. Eh bien nous sommes tous occupés, très occupés dans nos entreprises. Eh bien ces moments de partage en dehors de son écosystème courant, et de parler librement et de s'exprimer avec ses pairs, c'est extraordinairement enrichissant. Et je dirais, n'oublions pas ça, c'est un plaisir extraordinaire également. Donc voilà ce que j'ai envie de dire sur cette belle association des utilisateurs francophones des solutions Oracle. Merci Emmanuel. Séverine, vous êtes aussi très impliquée au sein de l'association. Vous êtes membre de l'OFO depuis un certain temps aussi. Qu'est-ce que cela vous apporte ? Alors effectivement, Essilor est membre de l'OFO depuis un certain nombre d'années. Essentiellement, l'intérêt, c'est un peu comme tu disais, c'est les échanges avec les utilisateurs de façon tout à fait transparente. Donc Essilor est client des solutions Oracle depuis longtemps. Nos systèmes ont évolué au fil des années et tous ces échanges avec les utilisateurs, ça nous permet d'anticiper un peu les évolutions de nos systèmes. Ça nous permet de nous aider dans nos choix. Certainement que ça nous a évité certaines erreurs aussi. Donc on assiste assez régulièrement à des témoignages. Nous-mêmes, le plus possible, on essaie de témoigner quand on a un projet un peu intéressant à partager. Et tous les retours qu'on peut avoir, tous ces échanges, ça vient enrichir notre réflexion. Et donc c'est vraiment ça qu'on cherche dans une communauté d'utilisateurs, c'est les échanges avec nos pairs. À la fois par les réunions du club, par la journée utilisateur aussi, qui est une journée qui est organisée une fois par an, où on peut rencontrer beaucoup de monde et entretenir les contacts qu'on aurait pu initier ce jour-là. Donc oui, Essilor, comme Orange, c'est une longue histoire avec l'OFO, je pense qu'on est là à peu près depuis le début. Et comme Emmanuel, je fais partie depuis quelques années du conseil d'administration, c'est une façon de s'impliquer encore un petit peu plus dans la vie du club. Merci Séverine. Et si vous deviez, comme Emmanuel, partager une anecdote sur la vraie vie de l'OFO ? Par exemple, je peux partager un bon souvenir avec une société que j'avais rencontrée pendant une journée utilisateur et qui nous a invités à venir dans ses locaux dans le nord de la France. Donc on est allé avec quelques collègues une journée là-bas et on a pu échanger en live sur leurs solutions, leur façon de travailler, entre autres sur les solutions de middleware, qui était notre sujet du moment. Donc voilà, une journée très agréable et qui a alimenté nos choix sur des solutions technologiques. Merci Séverine et Emmanuel pour cette présentation de l'OFO. On va interagir avec l'audience, on va lancer le deuxième sondage. L'idée, c'est de savoir si vous êtes membre de l'OFO, si vous êtes intéressé pour rejoindre l'OFO. Donc c'est une question simple, êtes-vous membre de l'OFO? Oui, non. Intéressé pour rejoindre. On mettra dans le chat le lien si vous êtes intéressé, parce qu'on vous a dit que c'est bien sûr anonyme. Donc on ne va pas, je dirais, si vous êtes intéressé, vous aurez le contact sur la délégation de l'OFO. Et n'hésitez pas vous avez un email, n'hésitez pas à les joindre. Donc je vous remercie pour... et donc, nous avons, je dirais, on a 25% de personnes qui sont membres de l'OFO, 50% qui ne sont pas membres et on a 25% qui sont intéressés. Donc, je vous invite à rejoindre la partie de l'OFO. Nous allons poursuivre cet événement virtuel et je vais laisser la parole à Nicolas Villette, qui est Cloud Sales Director chez Oracle et qui va vous présenter la stratégie Cloud d'Oracle. Merci Valérie. Bonjour Séverine. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. Alors, d'une part, je vais plutôt prendre le parti de présenter quelques événements
qui représente l'actualité d'Oracle Cloud, plus que revenir sur la stratégie, parce que je pense qu'on va essayer d'avoir quelques messages un peu plus frais sur ce qu'on voulait délivrer. Un des premiers éléments, on a eu pas mal d'annonces sur les data centers d'Oracle. Donc il y a actuellement 23 régions dans le monde qui sont déployées. Une région, il faut comprendre que c'est un cluster, bon, c'est un terme qui est un peu en ce moment un peu compliqué à utiliser, mais un noyau de plusieurs data centers implémentés dans un pays. On a annoncé qu'on en mettait un en France. Il sera opérationnel début 2021. On ne peut pas préciser le mois, mais ça sera opérationnel début 2021, interconnecté avec Azure. Ensuite, on espère avoir très rapidement un deuxième data center sur une autre région française, un autre département français. Mais ça, ce n'est pas complètement finalisé, donc on ne peut pas le confirmer aujourd'hui et donner la date plus précisément, mais c'est dans les plans pour que ça soit une pleine région avec 2 data centers opérationnels délivrant exactement les mêmes services que partout ailleurs dans le monde. Donc ça, c'est un événement assez intéressant pour pas mal de clients qui ont une sensibilité sur la souveraineté, sur la proximité de leur data center vis-à-vis des utilisateurs pour des questions de latence. Ça fait longtemps qu'on espère avoir des data centers en France et c'est intéressant de voir la mobilisation d'Oracle à continuer ses déploiements partout dans le monde pour avoir un coverage le plus large possible. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, il y a eu beaucoup de discussions autour d'un sujet qu'on a appelé Dedicated Region. Alors c'est un nom un peu complexe, mais qui vise à offrir à nos clients aujourd'hui les mêmes services que dans le cloud public, mais chez eux, dans leur data center, ou plus exactement le data center de leur choix. Si on regarde aujourd'hui ce qui se passe sur le marché, ce que les clients disent, ceux qui ont là aussi des sensibilités au niveau réglementaire, souveraineté, ou qui ont une masse critique importante, ce qu'ils veulent exactement, c'est pouvoir choisir où sera leur data center. Choisir la colocation proche de leurs usines, de leurs utilisateurs ou autres, mais ils veulent choisir où ça va se passer. Ce qu'ils veulent aussi, c'est un single tenant. Ils ne veulent absolument pas ils ne peuvent pas ou ne souhaitent pas mutualiser, exploiter des infrastructures avec d'autres clients. Donc pour eux, c'est single tenant obligatoire. Autre élément différenciant, ils ne veulent pas être dépendants d'interfaces en libre service ou d'avoir un control plane partagé. Donc il leur faut là aussi un control plane séparé. Par contre, ils veulent avoir l'agilité du cloud, ils veulent avoir le paiement à l'usage, la possibilité de passer d'un service à l'autre, de provisionner extrêmement rapidement, et ça dans toutes les régions du monde. Donc on a répondu à cette problématique-là avec les Dedicated Regions. On n'en a pas encore en France, puisque c'est assez récent. Il y en a quelques-unes qui ont été déployées à travers le monde. Et je vous invite, je crois qu'il y a le lien sur le Zoom, à aller consulter le papier du Gartner sur cette question-là, de Lydia Leong, qui est un analyste qui est assez pointu sur cette question-là. Elle a comparé, ou plutôt évalué la pertinence de la réponse d'Oracle à cette question vis-à-vis des autres, en benchmarkant ce qui se faisait. Elle donne aussi des indications de pricing, donc c'est intéressant si vous voulez savoir combien ça coûte. Et pour vous donner un ordre d'idée, on peut mettre jusqu'à 22 000 cœurs en standard, des pétabytes de données, donc c'est vraiment quelque chose d'hyper robuste et qui peut dans certains cas aller jusqu'à une déconnexion complète d'Internet pour des choses qui soient vraiment très orientées militaire national. Alors ça ne va pas intéresser tous les clients du monde, mais on peut faire des choses sur mesure qui sont hyper intéressantes dans des configurations particulières. Donc ça, c'est un premier élément. Dans les annonces aussi qu'il y a eu cet été, ou plutôt bien avant, il y avait le partenariat avec VMware. Je rebondis sur un événement qui a eu lieu, je crois, fin juillet, avec un Zoom entre Larry Ellison et Pat Gelsinger de VMware, où ils annonçaient la mise à disposition, cette fois-ci, de ce service-là. Alors en synthèse, ce service, il est comme d'autres, vise à monter des DRP dans le cloud, il vise à pouvoir migrer ses environnements on-premise VMware de la même manière dans le cloud ou avoir des extensions hybrides, pouvoir faire ses tests, exploiter VMware de la même manière on-prem ou dans le cloud. Des partenariats, il en existait d'autres. Il y avait celui avec AWS, Google, Azure. Donc, en rajouter un quatrième, l'intérêt on pouvait se poser la question de pourquoi Oracle et VMware lancent en grande pompe ce partenariat. Ben, je pense qu'il est assez différent et plutôt intéressant parce qu'on a travaillé à développer des composants communs, natifs à la plateforme OCI. Et le bénéfice pour les clients, c'est que
typiquement, c'est assez sans couture. L'objectif, c'est qu'il n'y ait pas de travail de réarchitecture. C'est bon, ça? Bon. Bon, voilà, il n'y a pas de travail pour réarchitecturer l'ensemble. C'est les mêmes gestes opératoires, donc on va déplacer assez facilement les environnements sans avoir à retravailler tout le tooling. Ensuite, c'est à la main du client. C'est les patchs, les mises à jour, les upgrades sont gérés par le client et pas au rythme du cloud provider. Ça, c'est unique, les autres ne peuvent pas fonctionner comme ça. Et la maintenance, elle n'est pas non plus pilotée par un tiers type Cloud Simple, c'est vraiment la plateforme OCI et VMware qui assure ce service-là. Donc il y a une volonté de pouvoir déplacer très facilement ces environnements et de donner complètement la main au client. Et je crois qu'à ce niveau-là, c'est un partenariat qui est très avancé et hyper efficace. Enfin, moi, je suis fan. Ça n'intéressera pas tout le monde, mais moi je suis fan. Et dernier point, et après je vous passe la main parce que l'objectif ici, c'est pas nécessairement que je développe la stratégie cloud Oracle, mais c'est un petit clin d'œil sur un benchmark public qui a été fait fin août, qui est sorti pour démontrer, c'était un benchmark qui comparait MongoDB Atlas, AWS DocumentDB et puis Oracle JSON. Alors là, j'ai bien l'impression que je m'enfonce un peu dans la quincaillerie, mais c'est un sujet qui est assez pertinent dans la mesure où on associe Oracle à des environnements SQL. Sur le NoSQL, aujourd'hui, Oracle apporte des solutions qui sont hyper pertinentes. On est aujourd'hui sur les benchmarks, quel que soit le nombre de documents, le rapport lecture-écriture, on est 2 à 3 fois supérieur que notre compétition sur ce sujet-là. Si vous regardez la price list, vous verrez qu'en plus on est très pertinent sur la partie prix. Donc c'est un sujet, c'est pour remettre un peu l'église au milieu du village ou rappeler quelques vérités, mais dans ces plateformes, on a la possibilité de provisionner une base JSON et en un clic de passer sur une base relationnelle plus classique. On est vraiment dans un monde de bases de données convergées, multimodèle qui permet de switcher d'un environnement à un autre. Et ce n'est pas forcément là où on nous attend, mais comme beaucoup de développeurs aujourd'hui partent sur ces technologies NoSQL, ça vaut le coup de considérer Oracle et de se rappeler que c'est une base multimodèle et que c'était la première à pouvoir le faire. Avec des développements acides depuis 40 ans, on fait des choses qui sont hyper pertinentes aujourd'hui. Et je voulais juste le rappeler parce que j'étais assez amusé de voir ce benchmark publié fin août. Mais en fait, j'avais très envie de passer sur le vif du sujet et qu'on commence à discuter de votre projet de Move to Cloud vers OCI. Alors, je ne sais pas si Fernando est avec nous, s'il nous voit, nous écoute. Vous nous manquez, Fernando. Alors moi, je ne vous entends pas. Alors, j'espère que vous m'entendez en tout cas. Moi, je vous entends. Super, je vous entends moi aussi. Vous allez bien? Ça va et vous? Bah oui, pourquoi vous êtes chez vous? C'est l'actualité sanitaire, on va dire, qui me retient chez moi, malheureusement. Bon, tant pis. Vous nous manquez quand même. Mais, alors, je pense que tout le monde connaît le groupe Essilor. Sinon, vous faites un petit coup de Google, vous verrez ce qu'ils font. Ce qui m'intéresse, Fernando, Séverine, c'est de connaître un peu le contexte de l'IT d'Essilor, vos priorités, votre environnement. Alors, Essilor, en fait, aujourd'hui, c'est environ 1900 employés dans le monde, à travers une cinquantaine de pays. On a développé, dans le passé, il y a quelques années, 3 centres de services en Asie, en Inde, en Thaïlande et aux Philippines, avec principalement des ressources internes. On a, au niveau des assets infrastructures et applications, on a environ 8000 serveurs, un peu plus de 1000 applications. Et parmi ces serveurs et ces applications, on a 35 à 40% des serveurs qui sont aujourd'hui dans le cloud à travers différents opérateurs. Au niveau des priorités de l'IT, je dirais que majoritairement aujourd'hui, c'est une principale qui est l'intégration avec Luxottica, qui génère chez nous pas mal de projets pour en fait amener des synergies au groupe. Et il y en a un certain nombre. Et je dirais que la deuxième priorité pour nous, c'est la sécurisation. La sécurisation de nos applications, de nos infrastructures. On voit qu'avec tout ce qu'il y a eu au niveau sanitaire depuis quelques mois, la sécurité est quelque chose que les entreprises prennent à cœur parce qu'il y a vraiment des problèmes. Et puis je vais laisser Séverine parler un petit peu des applications.
Oui, alors pour faire un focus peut-être plus sur nos solutions Oracle, les solutions Oracle aujourd'hui chez Essilor couvrent toutes nos usines de masse production. Donc c'est 13 usines à travers le monde, aux US, en Europe et en Asie, qui produisent 250 millions de verres par an. Et donc les solutions couvrent toute la supply chain, tout ce qui est planification, gestion de stock, tous les flux financiers depuis la commande jusqu'à la facture. Et couvrent également, donc ce sont des solutions e-business, couvrent également la finance de notre siège et de nos filiales Europe. Donc e-business suite, comme oui. on dit, e-business Oui. suite. Ok. Donc clair pour moi, est-ce que vous pouvez nous expliquer quel a été le point de départ de votre réflexion sur ce projet et quels ont été les déclencheurs, ce qui vous a intéressé, pourquoi vous êtes parti sur ce Move to Cloud? Alors, il y a eu plusieurs déclencheurs, plusieurs points de départ au niveau de la réflexion. Un des principaux, c'était nos infrastructures internes. On utilisait des Exadata, Exalogic, qui arrivaient en fin de vie en termes d'amortissement et qui nous ont semblé depuis quelques années assez complexes à maintenir. Donc, on cherchait à voir comment continuer avec des infrastructures de ce type, mais supporté par un tiers et principalement par le constructeur de la machine. Donc ça a été un point. L'autre point, c'était que notre data center, il y avait une préemption de terrain dessus. Donc il fermait ses portes en septembre 2020 et il fallait donc déménager, ce qui n'était pas simple avec toutes les instances qu'on avait dessus. Donc ça, c'est rentré aussi en ligne de mire. Reste que OCI était rentré complètement dans la stratégie cloud. Donc ça allait vers ce que cherche à faire Essilor au niveau du cloud. L'organisation proposée par Oracle au niveau IaaS dans OCI était intéressante pour nous au niveau des licences. Donc c'est quelque chose qu'on a regardé dans le détail. Et le business case qu'on a fait semblait vraiment intéressant. Donc on a lancé l'étude. Ok. Alors, est-ce que vous pouvez nous développer un peu plus de quoi s'agissait-il dans ce projet? Quelle était la matière de départ? Donc ce projet de Move to Cloud, c'était de migrer toutes nos instances e-business en R12 vers OCI. Donc ça veut dire 7 instances de production, plus 2 instances d'archives. Et on voulait migrer tout d'un coup, c'est-à-dire les productions, les non-productions et les stand-by pour les disaster recovery. Donc ça représente plus d'une trentaine de bases et l'idée derrière c'était de pouvoir décommissionner nos Exadata qui était l'infrastructure sur laquelle on hébergeait nos e-business avant ce projet. En termes de modules, c'était tous les modules finance, achat classiques, donc supply chain avec SCP, OM, WIP, BOM pour ceux qui sont familiers de ces modules. Pour les fans. WMS, je le mentionne parce qu'il y a la particularité de l'utilisation des mobiles. Donc des questions de performance hyper importantes. Et on a aussi la SOA comme middleware. Et tout ça, ça concerne un peu moins de 4000 utilisateurs, Oriproc, worldwide, et qui utilisent les instances en 24/24, 7 jours sur 7, donc avec les contraintes que ça peut amener sur un projet tel que celui-là. D'accord, donc quelque chose de quand même très ambitieux. Oui. Et on reparlera tout à l'heure du timing, mais ce qui m'intéresse là, c'est de comprendre quels moyens vous avez trouvé pour convaincre votre management? Qu'est-ce qui les a, eux, motivés? Quels étaient les bénéfices qu'ils attendaient de cette opération? Le business case qu'on a présenté au management d'Essilor était assez intéressant pour plusieurs raisons. La première, parce que économiquement, on est une société industrielle, donc économiquement, c'était très intéressant. Il y avait un retour sur investissement qui était environ d'un an et demi, un an et demi sur la durée. Donc ça a été un vrai déclencheur pour que le management accepte. Il y a également le fait que ça rentre dans la stratégie Essilor d'avoir 50% de nos assets à 2022 dans le cloud, ce qui permet en fait de limiter les investissements et de passer en mode OPEX, qui a été très intéressant. Et puis il y a la scalabilité à la hausse, à la baisse par rapport à nos infrastructures. Ça, c'est très réactif et on recherche beaucoup de réactivité chez Essilor au niveau de l'IT. D'accord. Et est-ce que vous-même, vous aviez défini des KPI, des critères, pardon, j'ai parlé en français, des critères de succès que vous aviez par rapport à ce projet, sur lequel vous aviez une ambition personnelle en disant voilà ce que nous, on veut absolument réaliser?
Oui, oui, quand on a fait l'étude et qu'on a décidé avec Oracle, et Oracle nous a convaincus également de partir sur un tel projet, on nous a proposé de faire un proof of concept pour démarrer le projet, pour valider en fait tous les points qui pourraient nous décider ou pas de partir sur OCI. Par rapport à ça, on a défini une liste de KPI pendant ce POC qui était vaste, hein. C'était l'architecture OCI, il fallait qu'on la valide, le bon fonctionnement de tout l'écosystème Essilor qui était connecté à l'e-business suite qu'on allait mettre sous OCI, les coûts pour bien voir que la consommation était en phase avec ce qu'on nous avait présenté, la mise en place d'un vrai DRP, un disaster recovery, ça c'était très important. Et puis qu'on puisse avoir un arrêt acceptable pendant les migrations. Ça, c'était très important. Pendant qu'on bougeait du data center vers le cloud, avoir un minimum d'impact lors des arrêts de ces bases. Bon, ça fait beaucoup de critères de succès quand même. Vous l'avez évoqué, vous avez démarré sur un POC. Est-ce que vous pouvez évoquer vraiment la manière dont le projet s'est déroulé? Comment vous l'avez mis en place? Alors le projet, on l'a démarré donc par ce POC et puis qui a validé, on va dire, les principaux points et on était sûr de pouvoir partir sur le projet sans prendre de risques. On a démarré par le design au niveau de l'architecture. On a été assez vite, mais il faut prendre son temps pour le faire. On a été accompagné sur cette architecture et cette mise en place et tout au long du projet par Oracle Consulting. Donc ça, c'était un souhait de la part d'Essilor d'avoir en direct l'éditeur et le constructeur qui nous accompagnent sur tout le projet. Au niveau de l'expérience cloud, on en avait déjà, puisqu'on était déjà sur un autre opérateur cloud depuis 3 ans. Donc on a démarré comme ça, à faire un premier pilote après, on va dire, le design de l'architecture. Et je laisse Séverine compléter. Oui, pour compléter, donc effectivement, on a commencé par la mise en place de l'architecture, valider un POC, valider un pilote, et on a ensuite déroulé la méthode sur chacune de nos instances. Donc la méthode, c'était migration en test, test par les équipes fonctionnelles, run à blanc et migration en prod avec arrêt de service. Donc la première instance migrée, c'était en octobre 2019. On a commencé par une instance référentielle parce qu'il y avait peu de contraintes sur les arrêts de service, donc ça nous a permis d'y aller un peu sereinement pour la première. Ça s'est bien passé, on a enchaîné la deuxième en décembre et ensuite on en a fait une par mois. On a juste eu un arrêt d'1 mois à peu près en mars à cause de la situation sanitaire, mais sinon on a réussi à dérouler une instance par mois jusqu'à fin juin. Donc les interventions en elles-mêmes, on faisait ça le week-end. Les premières duraient à peu près 12 heures. Sur nos 2 instances les plus critiques, qui sont aussi les plus grosses, la plus grosse fait à peu près 7 Tera, en changeant un peu la méthode de migration, on a réussi à descendre à 8 heures d'arrêt de service. Ok, alors je vois bien l'ambition du projet parce qu'on parle d'applications qui sont quand même hautement critiques avec la partie supply, la partie ERP, un projet quand même hyper rythmé. Et parce qu'on essaye d'avoir un discours assez juste vis-à-vis des gens qui vont écouter et de les conseiller aussi sur le type de projet à mener dans ce cas de figure, très e-business suite. Mais quels ont été les points d'attention, les points de vigilance et surtout ce qui m'intéresse de savoir ou de comprendre, c'est qu'est-ce que vous feriez différemment si vous deviez refaire ce projet-là? Alors, principalement, les points d'attention, en tout cas pour Essilor, c'était la complexité de l'écosystème, très, très divers, beaucoup d'interconnexions d'applications, une connectivité réseau complexe, car beaucoup de sites se connectent aux e-business suite à travers le monde, dans toutes les régions. Il a bien fallu designer le réseau, ça nous a pris pas mal de temps. Je dirais que la partie OCI, l'architecture OCI a été faite parfaitement. On a été bien aidé entre les experts internes et les experts Oracle. Là où on aurait dû passer plus de temps, c'est sur l'architecture, et aujourd'hui on l'a fait différemment. L'architecture e-business suite qu'on a mis en place dans le cloud, qui devrait être un petit peu plus creusée afin de permettre de ne pas avoir de
de temps d'arrêt pour toutes les mises à jour qu'il faut faire au niveau de la sécurité sur les infrastructures cloud. Mais je dirais que clairement, le résultat est excellent au niveau des performances. On a gagné en performance et en scalabilité, donc c'est plutôt positif. Oui, effectivement, côté appli, je rebondis sur ce que disait Fernando. Le bémol remonté par les utilisateurs, c'est les arrêts de service pour les mises à jour de patch sécurité. C'est à peu près une fois par trimestre et on a en général 8 heures d'arrêt, donc ce qui est un peu plus que ce qu'on avait anticipé. Et probablement qu'on aurait pu faire plus de choses à chaud si on avait monté l'architecture un peu différemment. Donc on y travaille, mais oui, c'est vraiment l'importance de travailler l'architecture avant de se lancer. D'accord. Et j'ajouterais aussi ne pas sous-estimer la complexité de la e-business. Parce qu'un projet e-business, alors c'est pas propre à OCI, mais c'est pas un projet juste base de données Oracle. Ça apporte de la complexité et c'est à prendre en compte quand on estime un projet tel que celui-là. Ouais, donc passer plus de temps sur le design de l'architecture au départ pour pouvoir dérouler derrière. Ouais. Bon, quand même, dans ce que vous avez évoqué, le projet a avancé hyper vite. Est-ce que vous pouvez présenter un peu les résultats ou dire où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, puisque vous avez évoqué 7 instances, 2 archives. Le projet a démarré il y a pas si longtemps que ça, quoi. On parle de l'année dernière, quoi. Donc vous en êtes où? Fernando, en premier. Le projet est terminé, hein, il est opérationnel, toutes les bases sont en production, ça fonctionne parfaitement. On est très satisfait des performances, très satisfait parce que on garde ces infrastructures en conditions opérationnelles patchées par les équipes cloud. Il faut juste trouver des créneaux pour le faire. La disponibilité des environnements est très bonne également. Les facilités d'upgrade versus on-premise, on avait énormément de problèmes avec nos Exadata à les faire patcher, donc on manquait de compétences en interne clairement. Et puis on a vraiment, on sent que nos infrastructures sont plus sécurisées que celles qu'on avait dans le data center. Séverine, si tu veux rajouter sur le mode projet. Oui, effectivement, sur le projet en lui-même, on en a un petit peu parlé. Ça a été extrêmement rapide. On a commencé en septembre de l'année dernière, on a terminé fin juin. Donc je disais 7 instances plus 2 archives, plus d'une trentaine de bases de données en 9 ou 10 mois, avec en plus un mois de pause au milieu. Donc c'est assez exceptionnellement rapide pour des projets de migration de cette ampleur. Donc ça, c'est un point très positif. Je dirais aussi la très bonne collaboration entre les 3 parties, parce qu'il y avait des équipes Oracle, des équipes infrastructure, des équipes appli chez Essilor. Donc beaucoup de gens qui intervenaient sur ce projet. Donc la coordination, c'est très important pour ne pas perdre de temps et justement pour aller vite. Et c'est ce qui s'est passé ici, donc ça c'est vraiment un point positif. Après, sur la solution elle-même, on est effectivement plus serein, donc il y a tous les patchs de sécurité qu'on est obligé de passer. Il y a le disaster recovery aussi, on n'avait pas un vrai disaster recovery avant. Aujourd'hui, on a un data center primaire, un secondaire et un vrai disaster recovery qu'on a testé au cours du projet. Donc ça apporte de la sérénité aux utilisateurs. Et puis la scalabilité, on a des projets de déploiement peut-être de nos solutions en Asie. Et là, on peut hyper rapidement augmenter la puissance des machines sur OCI et donc l'augmentation des volumes ne sera pas un point de blocage, ce qui aurait été plus difficile on-premise. Ok, donc un point notable dans ce que vous évoquez, c'est qu'il y a quand même du change au niveau des utilisateurs. Ils étaient habitués à avoir un patch tous les ans, peut-être. Et puis là, c'est 4 fois par an, donc eux, c'est plus du tout le même rythme. Pour un industriel, j'imagine que voilà, ça fait un peu d'émotion à un certain moment. Mais finalement, les choses se sont plutôt bien passées. Aujourd'hui, tout fonctionne. Et quelles sont les prochaines étapes? Qu'est-ce que vous allez faire de plus? Alors, que ce soit pour l'e-business suite, hein, mais ou de manière générale. Alors, on est en train de discuter avec Oracle pour revoir un petit peu l'architecture e-business suite pour réduire ce temps d'arrêt dû aux maintenances. Alors, je précise, on ne revoit pas l'architecture OCI, l'architecture OCI est parfaitement architecturée. C'est plus le côté e-business suite. Donc ça, c'est pour finaliser, on va dire, complètement le projet. On a diverses idées en tête. On a la région US qui est en train de regarder pour basculer sur OCI. Ils ont déjà une certaine
une certaine expérience, puisqu'ils sont en Oracle Management Cloud Services, qui est l'ancien cloud Oracle, avant OCI. Il y a les régions LATAM également qui souhaitent bouger une partie de son data center qui correspond à l'iBusiness Suite qu'ils ont dans leur région sur OCI également. Et puis, on est intéressé pour regarder tout ce qui est autour du Linux Autonomous, de la base de données Autonomous aussi, qu'on va regarder pour toutes les autres infrastructures Oracle qu'on a. Et puis, profiter, on va dire, du contrat qu'on a signé qui est en passe, où on profite, entre guillemets, des licences incluses pour lancer des projets autour de la sécurité sur les infrastructures Oracle, l'iBusiness Suite et ainsi de suite. Séverine, si tu veux compléter. Oui, donc effectivement, on va continuer le Move to Cloud. On a encore 2 instances qui n'ont pas migré parce qu'elles sont en 11i. Et donc, elles n'étaient pas hébergées sur nos Exadata. Mais c'est possible de les migrer sur OCI et on va tâcher de faire ça l'année prochaine. Et puis, côté appli, on est en train de regarder un outil qui est proposé par le PASS aussi, qui est le Oracle Developer Cloud Service, qui permet de gérer les tickets, de faire de la gestion de sources ou du déploiement automatique. Donc à court terme, voilà, on est en train de regarder ce type d'outil. J'espère que mes équipes vous ont bien entendu et ne manqueront pas de revenir vous voir pour travailler tout ça. Et j'adore l'idée de voir que les Américains sont un peu jaloux des travaux que vous avez menés pour essayer de copier et de basculer la même chose de leur côté. Moi, j'en ai fini pour mes questions. Est-ce que vous souhaitez ajouter des choses complémentaires? Parce qu'on a vu pas mal de choses, ou je ne sais pas s'il y a des questions à prendre, en fait. Pas encore, n'hésitez pas à voilà. poser Alors, des questions. Oui, pardon. Ah ben voilà, il faut poser des questions. Ils sont là pour y répondre, et puis c'est sans tabou. Il ne faut pas hésiter à poser des questions sur des points particuliers de leur projet. On y répondra le plus franchement possible, dans la limite de nos connaissances. Et sinon, je pense qu'on peut traiter les questions a posteriori, et toutes celles qui seront posées seront réadressées directement. Voilà. Et dans ce que vous avez évoqué, je vais juste faire une petite conclusion par rapport à ça, puisque c'est un projet assez ambitieux de par la nature de l'iBusiness Suite et de ce qu'elle fait pour vous en termes de supply et de RP. Donc c'est des projets vraiment critiques de cette nature-là. Quand on interroge nos clients et qu'on essaye de mesurer la satisfaction qu'ils ont vis-à-vis d'OCI et qu'on compare leur taux de satisfaction, le Net Promoter Score, à l'ensemble des acteurs de cloud provider, aujourd'hui Oracle, c'est la plateforme qui est le plus en progression, et on arrive au même niveau, voire dépasser certains cloud providers sur la satisfaction donc des clients, de ceux qui utilisent la plateforme. Alors évidemment, on part de plus bas et on est en train de monter en puissance, mais aujourd'hui, ceux qui utilisent OCI ont un niveau de satisfaction assez élevé. Donc c'est pour vous rassurer on continue de bien travailler ensemble et de progresser sur notre maîtrise de la plateforme. Voilà pour moi. Pour vous aussi? Donc on va prendre une dernière question. Vous utilisez d'autres cloud providers. Quelles sont les caractéristiques, points forts, notables que vous observez sur OCI? C'est pas pour moi, j'imagine. Peut-être plutôt pour faire Je vais prendre la question. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on travaille avec un opérateur depuis très très longtemps. C'est difficile d'avoir on va dire des caractéristiques notables qui sortent, puisque en fait, il y a quand même une certaine concurrence pour adresser les mêmes besoins. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on voit comme avantage chez Oracle, c'est en fait tout ce qui est autour de la base de données ou des outils Oracle pour Oracle. Je pense que c'est un réel avantage parce qu'ils connaissent leurs produits, ils ont les machines spécifiques. Quand on fait de la business suite et qu'on fait tourner ça sur des Exadata ou des ExaCS sur le cloud, ces machines ne sont proposées que par Oracle, donc ça c'est un réel avantage. Il y a également tout ce qui est coût associé aux licences qui sont Oracle, qui sont incluses. Et puis il y a des choses qui sont intéressantes aujourd'hui, c'est tout ce qu'ils annoncent autour de l'interconnexion avec Azure, ou pour les clients qui sont également Azure, ça peut être intéressant en fait d'avoir un seul interlocuteur et de pouvoir en fait partager, on va dire, ces infrastructures entre le cloud Oracle et le cloud Azure, qui peut être un point en avant. Et puis la présence qui s'accélère également
côté Oracle, au niveau des régions, Nicolas l'a dit au début de l'interview. Moi, je verrais ça aujourd'hui comme point principal. Donc les questions arrivent. Donc on a une question concernant les spécifiques. Comment avez-vous géré vos spécifiques face à une solution cloud? Alors en fait, la solution OCI, c'est une solution d'infrastructure. Donc c'est vraiment transporter notre e-business vers OCI et ce qu'on retrouve, c'est notre e-business. Donc les spécifiques ne se gèrent pas d'une façon particulière. On copie-colle, entre guillemets, notre solution e-business vers OCI. Nous avons une autre question. Lors des incidents bloquants, est-ce que la communication Oracle se faisait exclusivement via le site Oracle Support ou aussi par téléphone? Quel était le dispositif qui était mis en place, je pense? Alors, elle se fait, on en a eu un, donc elle se fait via le site, mais également au niveau d'escalade, on a ce qu'on appelle un CSM qui est dédié, enfin pas dédié, mais qui participe chez Essilor et qui est notre point de contact et qui permet de faire l'interface avec les équipes cloud, mais les process d'escalade fonctionnent plutôt bien. Il y a des numéros de téléphone et ainsi de suite, mais on est automatiquement prévenu, on va dire, par des notifications dès qu'il y a le moindre arrêt prévu ou s'il y avait un moindre problème, on reçoit immédiatement une notification. Pour l'instant, on a eu on va dire qu'un arrêt non prévu et on ne peut pas dire qu'on ait beaucoup d'expérience là-dessus. Mais depuis qu'on a démarré, c'est quand même très stable. Alors, après, donc là, les questions arrivent. Certaines ont déjà été répondues, je pense. Donc, sur le patching e-business suite, donc des patchs fonctionnels, est-il assuré par Oracle ou par les équipes internes? Alors, le patching dont on parlait tout à l'heure, on parle de patch sécurité d'infrastructure. Le reste des patchs, on fonctionne de la même façon que quand on était on-premise avec notre e-business. Donc sur l'iBusiness, on passe ou pas les patchs. On continue. Ouais. Les patchs sécurité, par contre, on est obligé, ce qui est une bonne chose, parce que ça nous évite d'être un peu à la traîne comme on pouvait l'être avant. Donc celle-là, je pense qu'on y a aussi répondu. Comment avez-vous géré les interfaces entre le cloud et les applications restantes on-premise? Tu veux répondre peut-être, Fernando ou... Comment on a géré les interfaces? Oui, entre le cloud et les applications restantes on-premise. En fait, on a absolument rien changé. On a interconnecté le cloud OCI avec nos data centers, puisqu'on est hosté, en fait, on a la chance d'être hosté aussi dans les mêmes, on va dire, la même fournisseur de hosting. Donc, on a mis ce qu'on appelle des fast connect. Donc, on n'a pas eu besoin de changer ces interfaces. Elles continuent avec les paramétrages réseau qui sont faits, continuent à discuter entre le data center et le cloud Oracle sans rien avoir à changer, uniquement du paramétrage d'autorisation réseau. On n'a fait aucun changement applicatif, en fait. Alors, ça reste quand même un point d'attention au moment des tests, parce qu'il faut être sûr que tout fonctionne bien. Donc, quand on dit que les équipes fonctionnelles testent, un des points importants à tester, c'est ça, c'est toutes ces interfaces-là. Mais effectivement, il n'y a pas beaucoup de surprises. Non. Mais le réseau, on s'était fait un peu des nœuds au cerveau quand même pour essayer de ne pas se faire prendre et être sûr de couvrir l'intégralité de l'écosystème. C'est un point de vigilance dès le départ. Oui, c'était un peu nouveau pour nous. C'était un peu nouveau le réseau. On a souhaité mettre des firewalls virtuels également de OCI qui nous appartenaient. Donc il y a eu pas mal de design autour du réseau. C'est quelque chose sur lequel il faut passer un peu de temps. Êtes-vous passé, alors autre question peut-être plus, je pense, fonctionnelle pour Séverine, êtes-vous passé par une phase de revue de processus où vous avez migré la solution telle qu'elle existait avant? On a migré exactement la solution telle qu'elle existait avant. C'était un projet qui était déjà dense et court, parce qu'on avait beaucoup d'instances à migrer dans un temps
relativement court et comme Fernando l'a mentionné à un moment, on avait cette histoire de préemption de terrain qui faisait qu'on avait vraiment une deadline. Donc on a migré uniquement ce qu'on avait sur OCI sans faire aucune revue fonctionnelle, sans changer du tout notre solution. Donc on est sur le move to cloud. Ouais, vraiment. Et ça ne veut pas dire que derrière, on ne peut pas aller moderniser avec des services PaaS l'application. Mais là, on était vraiment dans un... C'est la première étape. Ouais, voilà. Il y avait une deadline qui était compliquée, mais il fallait pouvoir le déplacer sans impacter les utilisateurs ou les opérations qui en dépendaient. Donc, il y a le moins d'intrusion possible. Je résume bien? Oui, c'est ça. Non, ça va. Alors, les patchs... Alors, je pense que... non, pas ça. Est-ce important pour Essilor de savoir que Oracle va ouvrir un data center en France? C'est important pour tout le monde. Je pose les mais questions. Non. Mais oui, non, c'est... Alors, pardon, la question était pour Essilor, mais je vous donne quand même mon point de vue avant. C'est intéressant de voir parce que ça va développer des compétences supplémentaires en France, ça va adresser un certain nombre de clients. Alors, je vous laisserai répondre pour voir si derrière, pour vous, ça a un impact, mais c'est de toute façon important de voir ce déploiement s'accélérer partout dans les pays et avoir des data centers au plus proche de nos clients. C'est vraiment, je pense, un élément critique dans le développement de notre stratégie cloud. Alors, est-ce que pour vous, ça a eu une incidence ou un impact, vu que vous êtes partout dans le monde? Alors, est-ce que ça a une... Non, incidence, non. Est-ce que c'est une bonne chose? Je dirais que c'est une bonne chose que les opérateurs cloud qui sont choisis par les entreprises se développent et qu'on puisse profiter de plusieurs régions différentes pour séparer complètement les infrastructures. Donc ça, c'est un point positif. Lorsqu'on a lancé le projet OCI, il est venu se poser la question où allaient être hostés les data. Donc nous, on a été hostés en Allemagne, donc il n'y avait pas de problème par rapport au GDPR, et ainsi de suite. Par contre, c'est posé la question pour la partie disaster recovery, qu'on a décidé d'hoster sur Londres. Et Londres, avec le Brexit, il y avait des questions qui se posaient par rapport au GDPR et le hosting des data. Le fait de pouvoir profiter de plusieurs data centers en Europe, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, ça va permettre, je pense, à Oracle de se développer plus vite. Et ça permet aussi peut-être d'avoir des interconnexions plus simples également quand on est dans le même pays. Encore une question. Pourquoi cette migration technique et non passage dans ERP Cloud? Avez-vous étudié les deux solutions? C'est une bonne question. Alors, effectivement, pourquoi une migration technique? Principalement, comme on l'a dit, on voulait sécuriser nos infrastructures, suivre notre stratégie d'aller dans le cloud. Aujourd'hui, l'ERP, le passage en mode SaaS, puisque c'est l'ERP cloud, c'est du pur SaaS, donc on parle de cloud, mais c'est hosting d'infrastructures et hosting d'applicatifs où on n'a plus la main. C'est un gros projet pour Essilor. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a migré 7 instances. On en a encore 2 qui n'étaient pas hostées dans l'Exadata à faire. Ça correspond à peu près à une vingtaine de téras de données, ce qui est assez énorme. Et le projet, on a énormément de spécifiques. C'est un projet de longue haleine. Donc ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est qu'on est, côté Essilor, on est en train de s'intégrer avec Luxottica. On n'a pas encore tous les plans sur que sera le futur au niveau applicatif, sur quoi on va partir. On travaille intelligemment sur les premiers projets d'intégration les plus simples à faire et qui apportent une valeur ajoutée au business. Après, il était pour nous un peu tôt de partir sur le RP Cloud. Et puis, c'est un projet de grande envergure pour ici. Je ne sais pas si Séverine, tu veux rajouter quelque chose. Mais... Oui, c'est ça. C'est pas du tout le même projet. C'est un projet de plusieurs années, là, si on voulait aller sur le SaaS. Et l'un n'empêche pas l'autre. Là, voilà, là, on avait une urgence à adresser nos soucis d'infrastructure. On regarde en parallèle ce que ça pourrait être d'aller vers les solutions SaaS. Et on irait peut-être plus petit à petit. Oui, puis comme le dit Fernando. Le versionning de l'X-Business Suite sur lequel on a migré dans le cloud aujourd'hui étant principalement, à part une, en 12.2, donc bien à jour. Donc voilà.
le SAS, on regardera plus tard. Et puis je pense que le contexte Luxottica fait qu'il y a une certaine incertitude sur la cible, Oui. mais c'est dans les plans et c'est en cours d'étude. Après, la vitesse du projet, si vous allez aussi vite que vous allez sur l'infra, je pense que ça pourrait être assez efficace. Mais oui, là, il faudra discuter avec des amis transalpins pour voir comment finaliser ce projet-là. Donc, on va prendre une dernière question. J'en profite pour vous soumettre notre questionnaire de satisfaction, parce que c'est important d'avoir votre avis sur cet événement. Donc, la dernière question, c'est quid du hosting pour les pays d'Afrique? Alors, c'est plus pour moi. Voilà. Ah, c'est une question assez intéressante parce que on voit qu'aujourd'hui, la majorité des cloud providers se développent à peu près partout, mais il y a une zone qui est plus compliquée pour des questions de stratégie, je pense, de telco. Donc, c'est des cibles, mais elles sont compliquées à mettre en œuvre pour le moment. Donc, je pense qu'il y a un phasing et ce n'est pas la priorité numéro 1. Donc, on couvre d'autres régions pour lesquelles on doit arriver. Alors, là, je parle de la France, il y a l'Italie, il y a encore beaucoup de pays à couvrir. Et l'Afrique, qui est pour le moment desservie par le Moyen-Orient, est encore à couvrir pour nous. Mais évidemment, c'est dans le phasing. Et il n'y a pas de précision sur la zone en particulier? Non, il n'y avait pas de précision. Mais n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions précises. Oui, voilà, parce que ce n'est pas un sujet sur lequel je peux donner être très assertif. Oui, voilà, on pour le saura moment. Répondre. Mais il y a des discussions en cours pour des colocations. Il faut trouver les bons sites. Il y a des zones qui sont plus risquées que d'autres. Donc, c'est une vraie étude qui est menée. Ben, merci à tous. Un grand merci, je dirais, à Fernando et à Séverine pour avoir partagé leur expérience. Et je vous souhaite une très bonne journée. Merci à Nicolas d'avoir fait l'interview. Merci à vous. Merci. Bonne journée, Séverine. À bientôt, Fernando.